Direction la Bourgogne pour ce 4e meeting V2V de 2013. Et c'est le ciel gris qui accueille les participants. 13 degrés dans l'air, du vent, un air d'automne a pesé sur les premières heures du rendez-vous. Plus tard, heureusement, c'est le soleil qui s'installera. C'est sur le circuit mythique de Dijon-Prenois que vont se dérouler des épreuves qui s'annoncent comme toujours animées. Un tracé de 3 km 800, rapide, technique, vallonné. C'est sur ce toboggan que les 5 championnats vont glisser de plaisir pendant 3 jours. Et justement, du plaisir, ces deux hommes en ont toute l'année en catégorie proto. Il s'agit de Philippe Mondolo et de David Zollinger. Ils sont équipiers, le premier est gentleman driver, le deuxième est professionnel. Et puisque nous sommes une semaine après les 24 heures du Mans, zoom sur leur aventure insolite dans la Sarthe. L'aîné était au volant, David, de son côté, a endossé le rôle de coach. Je ne le quittais pas d'une semelle, c'est vrai que bon, j'avais toujours dit que je l'accompagnerais, que j'irais avec lui pour être son plus grand soutien, son épaule. Pour le professeur Zollinger, est-ce que le V2V est le passage incontournable pour envisager une participation au Mans ? Le plus important est effectivement de mettre Philippe dans de bonnes dispositions, donc par le V2V c'est je pense la meilleure école pour y arriver. Qui sont des courses très animées avec beaucoup de choses, des voitures très performantes qui se rapprochent des LMP2. Et quel est l'inconvénient d'avoir tout à coup son équipier dans un rôle de coach le temps d'un week-end ? J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Avec David, on se connaît vraiment très bien maintenant depuis 5 ans et ça a été, je pense que sans lui, j'aurais pas fait le Mans. Ça a été une des personnes qui m'a permis d'arriver là et puis de le faire dans de bonnes conditions, dans une bonne équipe. Et donc un grand merci à lui. Et qu'est-ce que le V2V a appris à Philippe Mondolo ? Le V2V m'a tout appris puisque moi j'ai commencé à rouler en compétition en 2006. Avant j'avais jamais rien fait. J'ai tout appris la conduite des protos, appris le trafic, la nuit aussi puisqu'on a des épreuves de nuit. Ça m'a appris l'endurance aussi, de rester au volant pendant 2 heures et puis de garder la lucidité pendant 2 heures et d'essayer de garder un rythme constant pendant 2 heures. Quand on est instructeur, à quel moment on sait que son poulain est prêt pour les 24 heures du Mans ? L'an dernier, on a gagné à Manicourt quand il a décidé de rester lui tout seul en slick sous une averse de neige alors que tout le monde s'arrêtait pour mettre les pneus pluie. Il a tenu bon la barre et on gagne la course grâce à ça. Et là, c'est vraiment été l'élément où j'ai dit maintenant il est prêt, il peut y aller, quoi. Leur belle aventure a continué ce week-end, mais en tant qu'équipier cette fois. Nous y reviendrons tout à l'heure avec le résumé de la course des protos. À l'entame du week-end, le paddock des Fougneaux ne parle que de Nicolas Canard. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un an, ici même, il a tout gagné. Ensuite parce qu'au moment d'arriver à Dijon, il est 2e du championnat. Nicolas est sur ses terres, devant ses proches et clairement au-dessus de la mêlée, bien que cette édition 2013 va finalement lui sourire un tout petit peu moins que celle de 2012. Nicolas Canard partira en pôle lors de chacune des 4 courses et c'est un avantage majeur évidemment sur Serge Gériot, le leader du championnat. Première course de Nicolas, victoire, malgré une petite faute. Course numéro 2 et 3, la 2e place. Et puis, la première marche du podium, à nouveau, dans la 4e épreuve. Canard démontre une nouvelle fois qu'il est quasiment imbattable sur le circuit de Dijon. Moi je suis local donc je connais très bien le circuit, j'aime beaucoup ce circuit, que ce soit sur le sec ou la pluie. Aujourd'hui c'est vrai qu'on cherche des points pour le championnat, donc à un moment donné sur la fin de course il était plus prudent d'assurer une 2e place que d'aller perdre tout espoir de points. Un autre homme qui a marqué le public et les professionnels, c'est Yann Burguet. Il roule sur une voiture d'ancienne génération. Autrement dit, en conditions normales, il est logiquement de la 2e moitié du tableau. Mais dans la course 1, il s'est fait remarquer. La piste était humide et donc les performances nivelées. Yann Burguet en a profité pour montrer l'étendue de son talent. Il est arrivé à tenir le rythme du local Nicolas Canard pendant de nombreux tours. La suite du meeting sera moins souriante pour lui, essentiellement à cause d'une piste redevenue sèche. Parmi les pilotes à pointer ce week-end, un autre membre de la famille Burguet. Il s'agit de Jean-Pascal. Mis à part la première course où il termine 8e, le pilote de la numéro 16 a réalisé un très joli parcours. En course 2, il part 8e, réalise le meilleur temps et finit 1er. Et dans l'épreuve suivante, il réalise un magnifique départ puis il l'emporte. Et enfin, dans la 4e course, il fait une très belle remontée après être parti en tête à queue.
C'est déjà la mi-saison pour le plateau des GT, un plateau toujours aussi magnifique et varié. Depuis le début de la saison, chaque heure de course connaît son lot de rebondissements. Le rendez-vous de Dijon ne va pas faillir à la règle. En tête du championnat, on retrouve le tandem Gibbon-Belloc sur la Porsche. Deuxième, la paire Perrodo-Crubillet également sur Porsche. Et troisième, la Ferrari de Pagny, Perrier et Bouvet. La grille de départ, Paul pour Ancel et Blasco sur la 007. À ses côtés, les malchanceux du début de saison, Paul et Patrice Lafargue. Deuxième ligne, la Ferrari et la Porsche 25 que l'on vient d'évoquer. Cinquième place pour les leaders Gibbon-Belloc. Sixième, la Mosler GTV2. Et enfin, en quatrième ligne, les Suisses Zumstein avec à leur côté Tenekezian et Jousse. Très bon départ du poleman Ancel sur la Porsche. Derrière lui, le jeune Paul Lafargue réalise un très bon début de course. Retour au stand déjà pour l'Audi de la catégorie GTV2, c'est la conséquence d'un contact avec la Mosler numéro 11 et une des deux Mercedes. Les deux Porsche s'étaient un petit peu envolés, mais Thierry Perrier, au volant de la numéro 2, mettra moins de 15 minutes à s'en rapprocher, puis à s'emparer de la deuxième place. De son côté, Ancel se sent menacé. Il pousse encore un peu et s'adjuge le premier record du tour. Après une demi-heure de course, la voiture des leaders du championnat, Gibbon et Belloc, est remontée de la 5e à la 3e place. Eric Van de Wever cravache après son début de course malheureux. Il revient très vite depuis le fond du classement. Avant le premier tiers de la course, surprise, la Porsche IMSA numéro 53 passe par les stands pour un changement de pneus et de pilote. C'est très tôt, ce qui veut dire qu'on joue donc la carte de la stratégie décalée dans le clan de Belloc et Gibbon. En catégorie GTV2, la lutte est intense entre les deux Mosler. C'est la tête de classe et la 8e position au général qui se jouent. Juste avant l'heure de course, la Ferrari numéro 2 passe en tête au général au détriment de Ancel et du coup, dans le clan Visium, c'est la satisfaction. Comment ça va? Et vous? Non, ça va bien. Il fait un petit peu chaud. Ce circuit, malgré cette ligne droite, n'est pas reposant du tout. Et donc, c'est un gros effort quand même. Même si on n'a roulé qu'une heure, alors qu'habituellement, on fait des relais plus longs. Non, c'est bien. C'est bien. Écoutez, nous, on a un petit handicap, si j'ose dire, c'est avec un changement de pilote supplémentaire par rapport aux autres, puisqu'on est 3. Mais avec mon ami Jean-Bernard Bouvet, il était hors de question de faire cette course à 2 et de le laisser sur le côté. Donc, on a décidé de faire à 3 comme l'année dernière. Mention spéciale dans cette deuxième heure de course pour le tandem Chariol-Carugati. Ils sont partis avant-dernier. Après 1h10 de course, ils sont 5e. Un équipage à pointer, le duo Canaroglu-Campos qui s'affiche à la mi-course à une superbe 4e place au général et une première position en GTV2. La performance est d'autant plus à souligner que la voiture avait été détruite lors de la course du Paul Ricard. Le team a travaillé dessus pendant 20 jours, quasiment 24 heures sur 24. Bonheur et malheur, beaucoup moins de réussite cette fois pour la 96. L'équipage avait effectué du très beau travail, mais malheureusement, la solution F Yakuba connaît des problèmes d'huile. Autre souci cette fois pour le plus jeune des deux Lafargue. Paul a touché un rail de sécurité. Il doit repasser par les stands pour une intervention sur la Porsche 17. Il reste 1 heure de course. Gilles Blasco, leader de l'épreuve, relais Frédéric Ancel. L'auto est fabuleuse. Bon, dans les derniers tours, c'était sûr que les pneus étaient très fatigués. Donc j'essayais de la garder sur la piste, mais quand même avoir un bon chrono, quoi, parce que Gilles est un tout petit peu plus lent, puisque c'est sa 3e saison de course, donc c'est énorme, quoi. Quelques minutes après le passage de relais réussi sur la Porsche Leader, c'est au tour de sa rivale, la 53, de faire un dernier passage par les stands. Pascal Gibbon s'installe au volant et reprend le commandement de la course. À 30 minutes de la fin, on retrouve derrière la 53 la Ferrari numéro 2, pilotée par Jean-Bernard Bouvet, mais elle doit encore marquer un arrêt obligatoire. Derrière cette Ferrari, la Porsche numéro 25 de Perrodo et Crubillet. Bouvet donne tout ce qu'il a, objectif se ménager une avance suffisante pour marquer le dernier arrêt au stand sans perdre sa position. Le pilote français réalise un véritable festival et il atteint son but. Au passage du drapeau à damier, la Porsche 53 l'emporte. La Ferrari est deuxième, mais elle va recevoir une pénalité de 2 places pour dépassement du temps de conduite de Jean-Bernard Bouvet. Classement général officiel, 3e Ancel et Blasco, 2e Crubillet Perrodo et une nouvelle victoire pour Gibbon et Belloc.
C'est la première fois qu'INSA Performance gagne à Dijon. On a vaincu le Signe Indien, donc on est vraiment ravis de ce résultat. On a accroît un petit peu notre avance au championnat. Pascal a fait une super course, l'équipe a encore fait du super travail dans les stands, puisqu'on passe très peu de temps à chaque fois dans les stands. En catégorie GTV2, magnifique victoire de la Mosseler qui avait été entièrement reconstruite dans l'urgence juste avant ce meeting. En GTV3, première marche du podium pour la Porsche Almeras numéro 67 de Halloween et Vaxivière. Et puis, triste fin de course pour la Ginetta de la catégorie GTV4 puisqu'elle tombe en panne à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Au championnat, en catégorie GTV1, Gibbon et Belloc sont premiers, 7 points d'avance sur Perrodo et Crubilé deuxième. En troisième position de ce classement général, on retrouve la Ferrari numéro 2. Rendez-vous à la rentrée pour une course exceptionnelle, les 12 heures de Motorland Aragon en Espagne, une épreuve qui réunira les GT et les prototypes. 3 hommes sont à retenir dans ce meeting de Dijon. D'abord, le français Vincent Ionia. Si le prix de l'effort existait en V2V, c'est lui qui l'aurait reçu ce week-end. Sa voiture est une Formule Renault 2.0, donc pas la plus rapide du plateau, mais il l'emmène toujours vers le haut des classements. Sur ce rendez-vous, il est 2 fois 4e et 1 fois 3e. Autre clin d'œil cette fois à Marek Bockmann. L'Allemand a prouvé ici à Dijon qu'il était bien l'une des révélations de l'année. Il ne lui manque qu'une voiture Formula Master pour jouer véritablement devant. Son expérience du karting lui a servi durant ce meeting. Sur piste humide, il a été tout simplement phénoménal. Son pilotage naturellement incisif a fait le reste, 8e, 6e et 4e. Et puis, le grand gagnant du week-end, c'est Florian Revaz. Le Suisse réussit la toute belle opération au championnat avec une 4e place et 2 victoires, mais ça aurait pu être mieux en course 1 si un élément n'était pas venu perturber la course. Ouais, en fait, j'avais de la buée dans les lunettes et sur le casque, je voyais absolument rien. Donc, pour moi, je voulais pas prendre des risques à casser la voiture avec pas de vue, quoi. Un point sur John Philippi, la sensation du début de saison. Il a connu un nouveau week-end fait de haut et de bas, mais il est parvenu à sauver un bon résultat final à chaque fois. Il termine ses 3 courses en 2e position. En revanche, rendez-vous décevant pour Sylvain Milesi. Il est arrivé à Dijon 3e ex-aequo avec Philippi. Un mauvais week-end avec les 10e, 9e et 6e places. Suite du résumé des courses V2V à Dijon avec cette fois une véritable galerie d'exposition, celle de la catégorie historique, les VHC. C'est l'ultime répétition générale avant la grande course de l'année, le double tour d'horloge sur le circuit Paul Ricard. Parmi les merveilles présentes à Dijon et que vous pourrez peut-être admirer lors de cette course de la rentrée, une Porsche 911 de 1965, l'une des rares, à être équipée d'un petit moteur 2 litres. Il développe 130 chevaux à 6100 tours minute, une sonorité très forte, très métallique, 0 à 100 km/h en 8 secondes et demie, 209 km/h en vitesse de pointe. À voir et à revoir cette Elva très rare puisqu'elle n'a été construite qu'à 12 exemplaires. Sous le capot, un moteur BMW 2 litres, un certain monsieur Gordini en a possédé une. Il voulait prouver à Renault qu'un bon châssis combiné à son moteur pouvait donner une voiture exceptionnelle. Un monument de l'histoire de l'auto, la Ford Mustang, celle-ci date de 1965. Durant sa commercialisation, on se souvient avoir vu à son volant Johnny Hallyday et bien sûr Jean-Louis Trintignant dans le film Un homme et une femme. Et lorsque les Mustangs sont apparus en compétition en 1965, elles ont immédiatement bousculé les Jaguars, les voitures références de l'époque. Autre petite merveille, cette Porsche de 1974. 6 cylindres, 3 litres, 230 chevaux, boîte 5, pour une vitesse maxi de 238 km/h et un 0 à 100 km/h en 5 secondes et 2 dixièmes. Voici maintenant 3 voitures de type S2000, par exemple cette March 81S de 1982, la somptueuse Lola T492 de 1979, et enfin, toujours dans cette catégorie S2000 pour rouler à prix raisonnable sur des voitures prestigieuses, la Tiga SC83 de 1983. 15 années de compétition et des circuits fabuleux où elle a posé ses roues comme Daytona ou Le Mans. Vous avez rendez-vous au musée vivant de l'automobile que sont les courses V2V catégorie VHC les 7 et 8 septembre au Paul Ricard. En
En V2V, il y a une personne que l'on repère de loin dans les paddocks et sur la piste. Amandine, foulard. Une femme dans un milieu d'hommes. Il y a 4 ans, à peine, Amandine était un diamant brut du sport automobile. Un diamant qui, depuis, se façonne d'épreuves de GT en course de proto. En fait, j'ai commencé à l'âge de 22 ans avec mon beau-père qui faisait du rallye quand il était plus jeune. Et il s'est remis dans le circuit avec des clients sur des stages Porsche et un jour je l'ai accompagné et j'ai commencé comme ça. Dans cette jeune carrière, qu'est-ce qui a motivé le choix du V2V? J'aime beaucoup l'endurance, donc on a des courses qui durent minimum 3 heures, donc ça me plaît. Et le proto, parce qu'on a des sensations incroyables avec un budget assez raisonnable. Comment Amandine prépare-t-elle ses courses? Les protos, c'est quand même vraiment fatigant physiquement. Donc je fais pas mal de renforcement musculaire, un peu de cardio, etc. Mental, c'est plus dans la préparation du circuit, visionner des vidéos, les anciennes vidéos si je les avais, revoir les acquis, etc. pour préparer les trajectoires, etc. Une femme dans un monde d'hommes, avantage ou inconvénient? Je dirais plus un avantage. Enfin, le fait qu'on n'est pas beaucoup, donc forcément on se fait un peu plus remarquer, on va dire. Non, je dirais plus un avantage. En semaine, l'univers d'Amandine, c'est la finance. Le week-end, elle est une valeur sûre des circuits. La preuve avec ses quelques secondes à ses côtés en caméra embarquée sur une piste très grasse. Pour terminer en beauté ce week-end dijonnais, place à la course des magnifiques protos V2V. Du bonheur pour les pilotes et les spectateurs grâce à ces ingrédients. Des voitures légères, des châssis vifs et réactifs, de l'aéro, un moteur Honda et une boîte séquentielle. Ajoutez à ça, d'une part, toute la décontraction et la convivialité qui entourent les courses, et d'autre part, la présence de pilotes de grand talent, et vous comprenez pourquoi cette compétition est en plein essor. À mi-saison, un demi-point sépare les leaders du championnat de leur second. Akari Delafosse contre Capillaire Cavaillès, c'est l'un des duels à suivre cet après-midi. Sur la grille de départ, justement, ils sont sur la première ligne. Derrière eux, Molini Wolf et Iliano Ferté. Troisième ligne, Merchant Messano et Baul Besançon Tétinger. Et sur la quatrième ligne, Vaglio Georgsburet aux côtés de Danielou et Piala. C'est William Cavaillès qui vire en tête au premier virage devant Damien Delafosse. Les deux hommes vont très vite s'expliquer et même se toucher légèrement dans les tout premiers virages. À l'issue du premier tour, ils s'échangent leur position. Et puis très vite, un problème d'accélérateur pour l'un des équipages en vue du championnat. Celui de la numéro 3, Danielou, doit rentrer au stand. Le pilote qui attire tous les regards dans ce premier quart d'heure de course, c'est Simon Borga. Il est parti 30e et dernier sur la grille de départ. En 13 minutes exactement, il s'est hissé à la 10e place. Beau début de course également pour Philippe Bondelot, passé de la 10e à la 7e position. Deux incidents coup sur coup chez Palmyre. La 41, pilotée par Timothée Buret, sort de la piste. Et la 42, avec Didier Beck au volant, doit passer au stand pour changer l'élan. La safety car rentre en piste après 40 minutes de course. Dommage pour Delafosse qui avait pris 30 secondes d'avance. Nouvelle frayeur chez Palmyre. Cette fois, c'est la 44 qui connaît un début d'incendie. Heureusement, il est sans conséquence, mais la voiture est tout de même poussée jusqu'au stand. Coup de chapeau à Nicolas Leudwiller, il s'est joué du trafic en 60 minutes, il a gagné 12 places et il est maintenant 5e. Et à la mi-course, du côté d'Amandine Foulard, les choses se passent plus ou moins bien. Elle a gagné 6 positions malgré de gros soucis de comportement de la voiture. Malgré le travail de l'équipe, il reste ce problème, la voiture saute pas mal dans les lignes droites et tout ce qui est rapide, donc dans le virage de poids. Elle saute pas mal, ça a été un relais très difficile physiquement. Parce que justement la voiture saute. Parce que la voiture saute, donc dans les bras pendant 1h30, c'est assez difficile.
Ça saute un peu moins qu'hier, c'est un peu plus confortable, mais c'est encore pas ça. Donc on va chercher et trouver la solution. Du côté de la 40, on vient de la jouer stratégique avec un retour au stand anticipé sous safety car. Philippe Mondolo a rendu la voiture 5e, un joli coup. On verra à la fin de la course, mais ça peut être effectivement un bon coup. Je pense qu'il fallait le tenter parce qu'on était après, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure de course. Donc ça valait le coup de s'arrêter, de remettre du carburant. Ça s'est bien passé parce que moi j'avais peur que le safety s'arrête avant qu'on ait fini l'action. Mais non, en un tour j'ai rattrapé le safety. Donc ouais, je pense que ça peut payer à la fin. Le classement à 1 heure de la fin de la course. Première position pour la 45 de Bellarossa et Latif. À la deuxième place, la voiture numéro 1 de Delafosse et Akari, suivie par la 8 de Capillaire et Cavaillès. Quatrième place pour David Zollinger, l'ami, le coach et l'équipier de Philippe Mondolo réalisent des chronos hallucinants. Il reste 45 minutes de course et malheureusement, la Tatus officielle numéro 12 va devoir abandonner en piste. Au même moment, un équipage fait une entrée tonitruante dans le top 5, c'est celui de la famille Borga. Rappelez-vous, ils étaient partis 30e et dernier, 25 positions de gagné en 2h15, c'est une véritable performance. Il reste 30 minutes de course et c'est le coup de tonnerre, une nouvelle procédure safety car suite à la sortie de Yann Le Calvet. Une procédure qui redistribue les cartes et qui met sous pression, entre autres, le leader Thomas Akari. Lorsque la voiture de sécurité s'efface, Akari reste aux commandes. Ivan Bellarossa, lui, a le couteau entre les dents. Il va tout tenter dans cette relance de la course pour déloger David Zollinger de la 3e place, mais sans succès. Au final, victoire de Akari Delafosse devant Capillaire Cavaillès et Zollinger Mondolo. Très belle course, vraiment très mouvementée. Ça se finit un poil à la fin. On repart sous safety car pour 13 minutes. C'était une course sprint. Damien a fait un très bon premier relais. Ça a été très difficile tout le long, on a une voiture très performante. Franchement, week-end positif. Non, on a fait une super course, c'était vraiment sympa de se battre comme ça jusqu'à la fin. Il manque un tour parce que je pense qu'on passait devant. Donc il y a 8 dixièmes dans le tour précédent. Donc voilà, mais bon, c'était très sportif. Voilà. Est-ce que c'est encore des courses d'endurance? On a l'impression que vous êtes en sprint du début à la fin. Sur une 3 heures, c'est quand même un petit peu plus du sprint, ça c'est sûr. La prochaine de 12 heures, il faudra aménager les montures, mais là, on gère rien, pas les pneus, pas la conso, c'est gaz à fond, quoi. David, c'était très impressionnant cette fin de relais, vous avez aligné des chronos hallucinants. Je donne tout, mais bon, on n'est pas non plus des surhommes, donc à un moment donné, les dixièmes sont très chers, voilà, donc il faut transpirer, et puis voilà, on est bien récompensé, une 3e place, c'est super, un podium de plus, on est là pour ça. Au championnat, Thomas Akari renforce sa position de leader. À la mi-saison, c'est confirmé, il est le patron du championnat. La prochaine épreuve sera exceptionnelle à plus d'un titre. Premièrement, ce sera sur le magnifique circuit de Motorland Aragon en Espagne. Et deuxièmement, les protos et les GT Tourisme rouleront ensemble lors d'une épreuve de 12 heures. Rendez-vous sur Motors TV à la fin des vacances.